La menace de la grève des routiers plane sur les négociations qui ont repris en fin de journée. Déclaration de Jean-Claude Guesseau pour empêcher le blocus. Maurice Papon arrivé en ambulance, présent pour la 15e audience de son procès. Cet après-midi, la cour d'assises de Bordeaux a écouté les témoignages des historiens. Dernier jour pour les sans-papiers, 140 000 dossiers déposés dans les différentes préfectures. Seuls 10 000 ont reçu pour l'instant leur carte de séjour temporaire. Les sorcières et les citrouilles envahissent la France pour Halloween, un nouvel effet de l'américanisation pour le plus grand plaisir des enfants. La disparition d'une des figures populaires de l'accordéon, Aimable, qui fit les beaux jours du Tour de France, est mort ce matin à l'âge de 75 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Y a-t-il l'espoir d'un règlement pour éviter le mouvement des routiers à partir de dimanche soir? Cette question intéresse et inquiète non seulement les Français, mais aussi nos partenaires européens qui craignent les conséquences économiques d'un blocage des routes. Depuis 17h30, les négociations ont finalement repris. Tous les acteurs sont présents et se disent prêts à aller jusqu'au bout. Nous rejoignons tout de suite Pascal Golomer devant le ministère des Transports. Quel est le climat sur place et a-t-on quelques indications sur les discussions en cours? Écoutez Béatrice, ce qui est sûr, c'est que tous les négociateurs à leur arrivée ce soir tenaient à tenir un discours très ouvert par rapport aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Oubliez la suspension de séance de la nuit dernière. Si l'on revient autour de la table ce soir, c'est bien pour discuter, pour dialoguer et non pour se fâcher. Ça c'est promis. Je vous propose d'entendre deux représentants, l'un patronal, l'autre syndical. Nous pensons qu'il est encore temps d'éviter un conflit qui sera très dur pour le pays, pour les entreprises qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'être immobilisées et arrêtées pendant quelques jours. De toute manière, ce soir, il est sûr et certain que la fatigue aidant, ça va être beaucoup plus difficile, ça c'est incontestable. Mais, et si cette fois-ci je ressentais et que tout irait bien, qu'est-ce que vous en diriez? Vous seriez sacrément surpris. Moi aussi, mais on va essayer quand même, vous inquiétez pas. No problème là-dessus. Alors à l'évidence, Pascal, des négociations qui devraient être particulièrement difficiles. Reste que Jean-Claude Guesseau, le ministre des Transports, est venu officiellement en début de séance adresser un message du gouvernement. Oui, Jean-Claude Guesseau est arrivé très discrètement vers 18h pour annoncer ce que l'État était prêt à faire. Des moyens renforcés notamment en matière de contrôle des conditions de travail, des conditions de transport, des sanctions plus sévères en cas d'infraction. Un projet de loi sera d'ailleurs déposé dans les prochaines semaines à ce sujet. Le ministre est ensuite venu devant la presse pour lire à nouveau le message qu'il avait délivré aux négociateurs. J'ai indiqué aux partenaires sociaux qu'ils avaient aujourd'hui ou demain un pas historique à franchir. Montrer leur capacité à négocier avant le conflit. Les Français le souhaitent et nous regardent. Au moment où notre pays est engagé dans la bataille de l'emploi et peut bénéficier d'un redémarrage de la croissance, le coup porté à l'économie par un conflit grave dans le secteur des transports routiers ne serait une aide pour personne. Je compte sur eux et sur le sens de leurs responsabilités. Je vous remercie. Alors ce premier message direct du gouvernement aux négociateurs est-il de nature à débloquer les discussions, des discussions qui portent, je vous le rappelle, sur les salaires? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que patronat et syndicats sont toujours en discussion ici au ministère de l'Équipement, au 28e étage. Merci Pascal. Et bien entendu, si les négociations s'interrompaient en cours de journal, vous pourriez intervenir à chaque instant. Sous la menace d'une grève pure et dure, voyons maintenant l'exemple de ce petit transporteur en Normandie. Comme beaucoup d'entreprises, victime de la concurrence, il subit la dégradation des conditions de travail. Point de vue croisé entre le patron, les camionneurs et les clients. Le reportage de Philippe Visserias, Didier Dahan. Le Saint-Mandry-Lyon. Pour charger demain, ça fait 120 francs la tonne. 120 francs la tonne pour un transport de Rouen à Lyon. Pour cette entreprise, le calcul est rapide. Accepter cette offre voudrait dire travailler à perte. Ça fait 5 francs 70 km. On est en dessous du prix de revient du camion. Nous sommes dans la salle d'exploitation d'une société de transport. Sur la route, une cinquantaine de chauffeurs sillonnent la France. Sur l'ordinateur tombent en permanence toutes les offres d'affrètement du pays. En quelques secondes, il faut accepter la proposition ou la laisser aux concurrents. Il est sûr de trouver preneur, il va toujours trouver un camion qui a besoin de rentrer sur Lyon. Il faut 4000, depuis 1985, on n'a pas augmenté nos prix. On a supporté les augmentations de carburant, les augmentations de taxes professionnelles, les charges salariales, les augmentations de salaire, parce qu'il y en a quand même eu, les frais de déplacement des chauffeurs, etc. Bon, vous allez décharger ça au trait. Concurrence sans merci, guerre des prix, Richard Dessau se dit aujourd'hui pris à la gorge.
Une crise qui touche ses chauffeurs de plein fouet. David Lambert n'a que 3 ans de métier et déjà une certaine amertume. Depuis la grève, pour lui, rien n'a changé. Il n'a pas touché la prime de 3 000 francs promise à tous les routiers après le conflit et il travaille toujours plus de 200 heures par mois. Depuis novembre 1996, toutes ces heures d'attente lors des chargements et des livraisons devraient être payées par son patron, en théorie. Toutes mes heures ne sont pas payées. Les heures d'attente, il y en a beaucoup qui ne sont pas payées. Et vous les réclamez pourtant? Je les réclame plus ou moins parce que de toute façon tout le monde est dans le même cas, donc je ne les réclame pas. Chaque mois, ce sont ainsi des dizaines d'heures de travail que les chauffeurs routiers ne retrouvent pas sur leur fiche de paye. Ce jour-là, sur les quais de livraison, David a attendu 4 heures. 2 seulement lui seront payés. Chez le même client, un autre chauffeur vient de terminer sa livraison. Lui a déjà travaillé 240 heures ce mois-ci. Officiellement, il ne devrait même pas être là. Aujourd'hui, là, je vais travailler pendant 2 jours gratos pour mon patron, parce que j'ai un quota d'horaire de 240 heures par mois rémunéré, et au-dessus de 240 heures, je ne suis pas rémunéré, la loi l'interdit. Alors même mon patron ne m'empêche pas de travailler. À l'origine de cette crise du transport routier, on trouve un autre protagoniste, le client de ces sociétés de transport, accusé de casser les prix. Le PDG de ce sous-traitant automobile a accepté de rencontrer les chauffeurs venus livrer chez lui, ceux-là même qui risquent dès lundi de paralyser son activité. Confrontation sans concession. Quand je fais 240 heures, je peux vous dire mon salaire est de 8 200 francs net par mois. Couché d'or, pas de vie familiale, rien du tout. De toute façon, on peut dire ce qu'on veut, mais il y aura des transports de toute façon. Si c'est pas des Français, ce sera des autres. De toute façon, c'est inéluctable. Vous accepteriez, vous, de payer plus cher pour le transport de vos marchandises? Bien sûr que non, je ne peux pas payer plus cher. Nous, nos prix de vente, ils baissent tous les ans. On travaille pour l'automobile. Nous, nos prix de vente, ils baissent de 2% à 2% tous les ans. Et le prix de transport vers tout. Donc tout. Nous, le prix de transport, il doit baisser. On ne peut pas travailler dans les filières automobiles si le prix de tous les fournisseurs ne baisse pas. La dernière fois, j'ai fait 2 jours de grève, mais cette fois, là, je fais grève, je vais y perdre de l'argent, mais je m'en fous. Parce que là, je tiens pour ma retraite, et moi, je trouve que moi, plus ça me fera 35 ans de route, et je pense que 35 ans de route, étant toujours dehors en faisant de l'inter, j'en ai ras le bol. Excusez-moi, je m'en vais. Messieurs. Pour lutter contre la lente dégradation de leurs conditions de travail, René et David se retrouveront ensemble dans la grève si jamais aucun accord n'intervient entre syndicats et patronat du transport. La menace d'un blocus des routes françaises inquiète nos partenaires européens. Le gouvernement les a officiellement informés, à commencer par les Britanniques, dont les camions commencent à fuir le continent. En Meurthe-et-Moselle aussi, les chauffeurs routiers étrangers commencent à regagner leur pays. Yannick Le Tranchant. Une aire de repos à quelques kilomètres de Nancy. C'est l'heure de la pause pour ces routiers étrangers. Ce chauffeur est resté bloqué 4 jours l'an dernier entre Lyon et Dijon. Mauvais souvenir. Sa crainte, être bloqué à nouveau, même s'il affiche aujourd'hui sa solidarité. Pour moi, c'est un problème d'argent. Les routiers français font de longues journées, mais ils ne sont payés que pour 8 heures de travail. Compréhensif, il faut dire que parfois les conditions de travail des uns ressemblent à celles des autres. Alors, ils signent la pétition de soutien. Pour eux, la grève de l'an dernier en France n'a peut-être pas servi à grand-chose. Est-ce que le chauffeur français a gagné là-dedans? Je dis chauffeur français parce que je suis belge. Il a gagné la prime de 3 000 francs, quasiment personne qui l'a eu. La retraite à 55 ans, moi j'estime qu'à 55 ans, j'aurais peut-être encore envie de travailler. Je suis peur qu'ils bloquent, et même les étrangers qu'ils bloquent. Ces chauffeurs étrangers demanderont peut-être à leur patron d'éviter de traverser la France à partir de lundi. En Europe, l'inquiétude grandit aux frontières face à la menace de grève, la menace de blocus de la circulation. Et puis à Marseille, notamment, première rupture de stock d'essence. Les automobilistes se sont rués sur les stations pour faire le plein et remplir des jerrycans en prévision d'une éventuelle grève. Ils s'inquiètent d'un blocage de raffinerie autour de l'étang de Berre comme l'an passé. Voilà ce que l'on pouvait dire à l'heure actuelle sur ce dossier. À Bordeaux, Maurice Papon, arrivé en ambulance, s'est présenté pour la 15e audience de son procès. Aujourd'hui, témoignage des historiens, dont l'Américain Robert Paxton, qui a insisté sur la responsabilité de Vichy dans la persécution des Juifs. Compte rendu d'audience avec Dominique Verdaillan et Dominique Merlin. Après 8 jours de soins, Maurice Papon sort de l'hôpital. Dans l'ambulance, sur la banquette arrière, l'homme se cache derrière un livre. Quelques minutes plus tard, à son arrivée au palais, même homme, même livre, même réflexe. Emmitouflé et écharpe autour du cou, Papon rejoint son box où on lui a installé un radiateur d'appoint. Et c'est à la 15e audience avec les historiens que Vichy entre enfin dans le prétoire. Nous sommes impatients d'aborder les faits. Mais pourquoi ne pas faire un détour par l'histoire qui est assez loin de ce procès? Ça sera très intéressant. On entendra une thèse, puis on entendra le bon sens.
Pour Maître Varro, le bon sens, c'est Henri Amouroux et la thèse, c'est Robert Paxton. L'historien américain en 1973 a été le premier à pointer le doigt vers Vichy. Les Allemands n'ont pas demandé le statut des Juifs en 1940, dit-il. Vichy a pris des initiatives. Pour l'historien, si 3/4 des Juifs en France n'ont pas été déportés, c'est grâce au comportement civique des Français et non grâce au gouvernement qui menait, dit-il, une politique d'extermination programmée. À aucun moment, Robert Paxton ne parle de Maurice Papon. Il cite en revanche fréquemment Pierre Laval et René Bousquet, le secrétaire général de la police à Paris. Même période, mais autre lecture. Pour Henri Amouroux, l'auteur de Pour en finir avec Vichy, il y a un responsable. La débâcle, la défaite en 1940 qui ont rendu, dit-il, les Français imperméables à tout ce qui se passait. Durant 1 heure, à la barre, Henri Amouroux rend l'ignorance responsable de tout. Devant cette cour d'assises transformée en cours d'histoire, il y a eu aujourd'hui une double offensive de la défense. D'abord celle de Maître Varro, pour qui les historiens n'ont pas leur place à la barre des témoins. C'est oublié un peu vite qu'il en avait cité lui-même un certain nombre. Puis celle de Maurice Papon pour l'accusé. Les historiens disent qu'ils ne sont pas des juges, alors que leurs livres sont remplis, dit-il, de jugements. Puis l'accusé note que l'histoire, c'est un peu comme la science, une matière fluide. À quelques mètres de lui, 15 tomes symbolisant 15 années d'instruction, un dossier bien compact. Le journaliste Jacques Derogy, l'un des premiers de l'investigation et qui avait été le premier notamment à révéler l'affaire Touvier. Jacques Derogy s'est éteint aujourd'hui à la suite d'une longue maladie, un homme de plume, d'enquête, un grand reporter. Évocation avec Hervé Brusini. Un franc-tireur, indissociable du reportage. Jacques Derogy était un homme de terrain. Et cela, dès son premier article. L'équipée tragique de l'Exodus. En 1947, il est à bord. À l'époque, le tout jeune journaliste est un rescapé de la barbarie anti-juive de la Seconde Guerre mondiale. Il en gardera pour toujours un sens du combat pour la vérité. C'est l'homme qui a été le pionnier du journalisme d'investigation en France, c'est-à-dire qui a, pour la première fois, montré que le journaliste pouvait se lever contre l'État, contre les affaires d'État, quand il y avait des scandales. Et pour cela, il faut savoir défier la police, les ministres, les présidents. Il y eut le dossier Ben Barka et l'affaire Touvier. Derogy sut retrouver la trace du milicien pourtant si bien protégé. Pour faire sortir le loup de sa tanière, il lui fit livrer un bouquet de fleurs et un Bristol, avec le meilleur souvenir de Barbie. Après 48 heures de planque, Touvier apparaît. Photo, Derogy tient une preuve. La rigueur, la curiosité, la culture. Jacques Derogy laisse derrière lui une vingtaine d'ouvrages. Napoléon, Israël, toutes les grandes affaires de la République. Un redoutable enquêteur qui n'ignorait ni la courtoisie, ni la générosité. À Milan, l'incendie qui s'est déclaré à l'intérieur d'un hôpital du nord de la ville a fait 11 morts, 10 patients et un infirmier terriblement brûlé dans une chambre hyperbare où une étincelle a déclenché un véritable brasier. Il pourrait s'agir d'une fuite d'oxygène. Dernier jour pour les sans-papiers voulant régulariser leur situation. Le délai de dépôt des dossiers sera clos à minuit. 140 000 à 150 000 demandes ont été enregistrées à ce jour. Et pour l'instant, seuls 10 000 demandeurs ont reçu une carte de séjour temporaire. Voyons cet exemple à Marseille. Reportage ces dernières 48 heures. Les dernières demandes dans les Bouches-du-Rhône avec la mobilisation des associations. Mathieu Huchet, Vincent Desombre. Manque d'informations ou peur de se montrer. Ces Comoriens auront attendu le dernier jour pour venir déposer leur demande à la préfecture de Marseille. Baba Camara, responsable CGT, les accompagne. C'est lui qui a préparé leur dossier, la plupart ne savent pas écrire. L'un d'eux appartient à Loubna, une Algérienne de 21 ans, arrivée en France il y a 5 ans. Avec ma situation, je ne peux pas travailler, mais même on ne peut pas me déclarer aussi. On ne peut pas travailler sans papier, sans rien comme ça. On vit toujours dans le peur, dans l'angoisse. C'est difficile. D'ici quelques semaines, ils auront un rendez-vous, mais il faudra attendre. Les armoires sont déjà pleines de 13 000 demandes. La liste d'attente est longue. Durant ces entretiens, documents à l'appui, ils devront prouver leur attachement à la France. Comme ce couple. Elle est française, il est algérien sans papier. Ils se disent mariés, un plus pour obtenir une carte de séjour. Mon acte de divorce, dans 2 semaines et demie, je le reçois. Bon, donc pour l'instant, vous n'êtes pas le conjoint légitime de monsieur. Voilà. Donc monsieur ne peut pas magnifier en qualité de conjoint de français.
Hein, d'accord. Alors il faut me dire... Tous les papiers. Non, mais il faut me dire exactement ce que c'est. Vous me dites c'est mon mari, alors vous n'êtes pas mariée, madame, mais vous n'êtes même pas divorcée. Souvent, comme ça, vous avez affaire à des gens qui ne disent pas forcément toute la vérité. C'est souvent. Il faut vraiment leur tirer toujours les vers du nez, je dirais. Mais là, vraiment, c'est un roman, quoi. Dans le département, 700 cas déjà examinés et un taux de régularisation de près de 99%. Mais il s'agissait des cas les plus faciles, les dossiers délicats arrivent tout juste. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de demandeurs d'asile, des demandes aussi maintenant de gens qui sont célibataires sans charge de famille, dont le degré d'insertion dans la société française va être assez difficile à apprécier au travers des premiers dossiers qu'on vient de voir. Ahmed, célibataire, et dans ce cas, il doit prouver sa présence sur le territoire depuis 7 ans. Ses factures de téléphone suffiront-elles? En tout cas, il n'envisage pas de traverser de nouveau la Méditerranée. Chômage, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé en septembre de 0,2%, soit une diminution de 4 700 chômeurs par rapport à août. Le nombre total de demandeurs d'emploi est de 3 127 900. Nouvelle crise sociale à Limoux autour de la société Myris. L'entreprise de chaussures emploie un millier de personnes en France. Elle a été mise en redressement judiciaire, puis repris il y a un an. Ce matin, nouvel épisode. Le tribunal commercial a mis fin à la gestion des repreneurs, provoquant la colère des salariés. Christophe Larocca, Olivier Combes. Le désespoir et la colère des salariés de Myris. Le tribunal de commerce vient de prononcer la liquidation judiciaire des repreneurs de l'entreprise. Pour les 1000 salariés du groupe, c'est le spectre du chômage qui s'avance. Les esprits s'échauffent. Lorsque les forces de l'ordre arrivent, la salle du tribunal a été dévastée. Les principaux responsables aujourd'hui de la situation de Myris aujourd'hui, c'est l'État. Je crois que c'est eux qui porteront la responsabilité des éventuels futurs licenciements dans les jours, voire les semaines qui viennent. La société Myris, déjà en proie à de graves difficultés, avait été reprise il y a un an. L'échec des repreneurs est sans appel, il laisse plus de 25 millions de dettes. Depuis des mois, les salariés se battent pour obtenir une aide substantielle de l'État. Myris est de loin le plus gros employeur de la région. Si on liquide Myris, qu'est-ce qui se passe ici? Désert, un désert, il n'y aura plus rien. Ah ben c'est la mort de la Haute-Vallée, c'est tout. Et beaucoup de commerces fermeront aussi. La décision du tribunal de commerce plonge toute une région dans l'incertitude, dans l'attente d'un repreneur. Mais la justice semble plus préoccupée d'éviter toute vague dans cette affaire. Ce matin, dans une procédure de flagrant délit, le procureur de Carcassonne a tenté de saisir les cassettes que nous avions tournées, ce qui constitue une entrave à la liberté d'informer. Les premières contrefaçons de chaussures de sport avec le logo de la Coupe du Monde de football ont été saisies aujourd'hui par les douanes sur le port de Marseille. 4800 paires signées France 98 et 2400 fausses Nike en provenance de Chine ont été découvertes dans un conteneur du port marseillais. À la Bourse de Paris, une fin de semaine très agitée avec ce vendredi le CAC 40 qui a joué au yo-yo toute la journée. À la clôture, finalement, il accusait une baisse symbolique de 0,01%. Aux États-Unis, le président chinois Jiang Zemin a ouvert la séance de la bourse de Wall Street à New York en faisant sonner la fameuse cloche. Le numéro 1 chinois, entouré d'un important dispositif de sécurité, a été hué par des manifestants criant des slogans hostiles à la politique de la Chine au Tibet et demandant la libération des prisonniers politiques. À Moscou, Lionel Jospin rencontre les étudiants, dialogue avec les jeunes Russes à l'université avant d'aborder la question des échanges économiques. Guylaine Chenu, Patrick Demacher. C'est presque un classique du voyage à l'étranger, la rencontre avec la jeunesse. Jacques Chirac l'a fait il y a un mois, aujourd'hui c'est le tour de Lionel Jospin. À l'université de Moscou, dialogue avec des jeunes Russes, tous francophones et parfois un peu impressionnés. C'est pas facile de poser les questions au Premier ministre. Vous croyez que c'est facile de répondre? Oh oui. Ah bah je sais pas La salle a droit à un cours accéléré de démocratie. Lionel Jospin vante sa méthode à un auditoire un peu dérouté par une étrangeté française, la cohabitation. Ma question concerne le sujet de la politique extérieure de la France. Est-ce que les positions de droite et de gauche diffèrent sur ce sujet? À chaque fois que des responsables politiques, le président, le Premier ministre, des ministres, sont à l'étranger, c'est une seule position de la France,
sur des questions de politique extérieure, de diplomatique ou de défense qui doit s'exprimer. Prenez les chaises. C'est aussi une tradition de ces voyages diplomatiques, la promotion de l'entreprise France. Autour de Lionel Jospin, une quarantaine de patrons pour rattraper le retard. La France n'est que le 8e fournisseur de la Russie. On vient de lancer Ariane 5. Alors je prendrai l'image d'un lanceur. Ça part doucement et puis ça s'accélère. Il faut qu'on passe à la phase d'accélération. C'est autour de cette table, dans le cadre de la commission franco-russe, que s'engagent donc les négociations. Dans l'après-midi, quelques patrons français affichent déjà leur sourire. En cours, un contrat pour Renault, un pour Thomson et d'autres dans le domaine de la santé ou l'aéronautique. Il y a bien sûr l'amitié franco-russe que l'on célèbre diplomatiquement et il y a surtout des marchés prometteurs qui se dessinent. Selon le président du RPR, Philippe Séguin, il n'y a aucune crise de l'opposition et il s'étonne, je le cite, de ceux qui nous croient morts ou battus. Reste que les militants de base sont parfois déroutés, comme l'a constaté Jeff Wittenberg. Philippe Séguin est agacé. On ne lui parle aujourd'hui que des difficultés de l'opposition, de cette droite qui n'arriverait plus à se faire entendre, coincée entre le gouvernement socialiste et les surenchères du Front National. Cette inquiétude, pourtant, ce sont ses propres militants qui la manifestent. Quand on me dit que Juppé fait une politique de gauche et que je m'aperçois que maintenant Jospin devient sécuritaire, pour moi qui suis un simple militant, je commence à ne plus savoir pour qui je dois voter. Et la demande qui s'exprime est la même depuis 5 mois. Depuis que la droite a perdu les élections, la base voudrait que les chefs s'opposent avec plus de vigueur. On a nos idées qui paraissent peut-être anciennes, mais qui sont toujours réelles. La famille. Je trouve que M. Jospin, Martine Aubry ne trouve pas de résistance. Il n'y a personne devant. La critique remonte jusqu'ici. Enfin l'opposition. Rue de Lille, au siège parisien du mouvement, où l'on réfléchit aux moyens de contre-attaquer lorsque, par exemple, comme la semaine dernière à Villepinte, le gouvernement promet d'agir pour la sécurité. Ça ne nous enlève pas des arguments, parce que les Français se rendent bien compte qu'entre les tribunes de Villepinte et les réalités des képis dans les banlieues, eh bien, il y a une différence. Et moi, je préfère des actes plutôt que des paroles. L'opposition saura bientôt si ce genre d'argument suffit. L'enjeu, c'est déjà les élections régionales de mars prochain. La droite contrôle aujourd'hui 20 des 22 régions françaises. L'objectif que nous devons nous donner, c'est d'étonner ceux qui déjà nous considèrent comme battus ou morts. S'ils veulent nous prendre des sièges, il faudra qu'ils viennent les prendre avec les dents. Le message s'adresse autant à la gauche qu'au Front National, devenu pour le RPR et l'UDF plus menaçant que jamais. Éclairage maintenant, en marge du procès Papon. Je vous propose cette visite organisée à Lyon par les lycées et les collèges. Le devoir de mémoire au musée de la Résistance et de la Déportation avec des élèves et des étudiants parfois surpris par le passé. Didier Guyot et Philippe Fivet. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher... Ils ont entre 12 et 20 ans. Scolaires et étudiants, ils viennent par dizaines chaque semaine visiter le musée de la Déportation et de la Résistance de Lyon. Beaucoup n'ont de la guerre qu'une vague idée. Le nazisme, la collaboration, l'extermination des Juifs, Vichy, sont pour eux bien lointains et bien mystérieux. Le camp est situé dans une région marécageuse de Pologne, en plein cœur de l'Europe, et à l'abri des regards indiscrets. Nazi, je connais, mais génocide, je connais pas. Bah, il y en a qu'on connaît. Léon Blum ou Général de Gaulle, ça c'est connu. Alors ça, j'arrive pas à les trouver. Le procès Papon, ça vous intéresse ou pas du tout? Le procès Papon. Je ne connais pas. Ouais. Non. À 17 ans, Eugène de Sauve et Jean Nalitte sont entrés dans la résistance refusant la voie de la collaboration. À 19 ans, ils étaient déportés. 2 témoignages directs, l'occasion pour des jeunes de rencontrer des témoins survivants. Quand on racontait ce qu'on avait vécu, tout le monde disait c'est pas possible. Pas possible, ils racontent des histoires. Les maquis, les tortures, les convois dans les camps, toutes les questions sont abordées. Adolescents, ils ont soif de savoir. Témoignages, photos, documents, le constat est accablant. D'ailleurs, pour beaucoup, il est difficile d'admettre ce qu'ils entendent. C'est choquant même, parce que prendre des personnes comme les Juifs, les emporter, pourquoi les Juifs, ils n'ont rien fait. Ça m'intrigue, quoi. Comment des gens peuvent en arriver jusqu'ici, quoi. C'est ça qui me perturbe. J'ai été enlevé et amené ici illégalement.
Je suis Klaus Altmann, citoyen bolivien. Printemps 87, Klaus Barbie comparaît devant la justice. 45 minutes de ce procès historique sont programmées ici. Les témoignages se succèdent, l'horreur mise à nu. Il gazait jusqu'à plus de 2000 personnes. Il les brûlait dans la journée. Vous vous rendez compte, pour arriver à faire un travail pareil, c'était une usine. J'y comprends plus rien, j'ai les yeux qui s'en vont, tout d'un coup je voyais plus rien. Mais on a tellement su des coups de gifle, des coups de poing, mais c'est affreux. Autant de témoignages qui font frémir, mais malgré leur jeunesse, ils veulent savoir et comprendre. C'est pourquoi un procès comme celui de Maurice Papon, c'est selon eux un procès nécessaire, une leçon d'histoire, une leçon de vérité qu'il ne faut surtout pas cacher. La France à l'heure américaine. Après les feuilletons, la musique et depuis peu le basket, voici l'arrivée en force de Halloween, cette fête traditionnelle créée en Irlande et qui fait les beaux jours des enfants. Citrouilles, sorcières et fantômes, Made in France. Éric Lemasson, Philippe Jasselin. Cet automne, dans les vitrines et dans les jardins, fleurissent les citrouilles et dansent les sorcières. Car voilà Halloween qui surgit sans crier gare au beau milieu de nos traditions. La fête d'Halloween, vous connaissez? La fête? Halloween. Halloween, j'en ai entendu parler, mais je me souviens plus très bien. Halloween. Ah! Pourquoi ils n'ont pas mis les aubergines? Ils ont mis les citrouilles. Donc c'est une fête américaine, ça. Oui, là-bas, chaque 31 octobre, les enfants se déguisent pour rencontrer les revenants, demander des bonbons aux voisins, tout en jouant à se faire peur. Séduite par cette idée, la maman d'Arthur et Cannelle a décoré la maison, déguisé les enfants et décidé d'inscrire Halloween en bonne place dans le calendrier familial. Car les enfants adorent tout ce qui est horrible, surtout quand c'est pour de faux, bien sûr. Il n'y a pas grand-chose entre Mardi Gras et Noël. Je crois que c'était un bon moyen cette année de fêter Halloween, de leur aussi de démystifier le monde des sorcières, des monstres, de Dracula, etc. Puisque eux-mêmes se déguisent. Et c'est même toute l'école qui fêtera avec eux cette fête païenne. Les commerçants se frottent les mains, des milliers de Français se déguiseront ce soir, sans que l'on sache très bien l'origine de cet engouement. Faudrait-il y voir une habile manœuvre bassement commerciale? De l'œil qui colle à 5 francs jusqu'à la citrouille à 400 francs, voilà une nouvelle occasion de faire ouvrir les porte-monnaies. Cette année, ça prend une proportion énorme. Nous sommes sur des trends de chiffre d'affaires d'environ 10 000 francs par jour. Les enfants viennent en bande, s'amusent, se déguisent et essayent. Et les publicitaires à l'affût n'ont pas manqué de repérer le potentiel de la fête de la citrouille, même si Halloween est encore assez méconnu. Maintenant, grâce au mélange des cultures et puis tous ces films américains qu'on regarde souvent, on sait ce que c'est, même si on en a une idée à peu près approximative, on sait à peu près ce que c'est. Je ne crois pas qu'on prenne un grand risque. On s'inscrit dans une nouvelle fête et pour nous, c'est bien d'exister au début de quelque chose. Et c'est ainsi que pour vendre des téléphones mobiles, 8500 citrouilles ont été posées dans les jardins du Trocadéro. Comment savoir si c'est la tradition d'Halloween qui s'installe en France ou si les as du marketing veulent nous faire prendre des citrouilles pour des lanternes? Quoi qu'il en soit, à Rungis, le cours de la citrouille a grimpé de 12%. Découverte maintenant avec la célèbre tragédie de Racine, revisitée par une troupe de rappeurs. Phèdre, comme vous ne l'avez jamais vu, version hip-hop à la Grande Halle de la Villette. Nicolas Vinclair, Bruno Giraudon. Peut-être bien que la tragédie, c'est comme le Gruyère, c'est meilleur râpé. Ils sont donc rappeurs de leur état, venus des cités du nord de la France. Un jour, un metteur en scène est venu les voir avec un bouquin sous le bras. Le bouquin s'appelait Phèdre, et Phèdre, c'est une tragédie classique, l'histoire d'une nana qui a vécu il y a longtemps. Elle a des problèmes de cœur déchirés entre un père et son fils. Une histoire de famille où tout le monde s'en mêle les pieds. C'est pas le même français, quoi. C'est le français ancien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça prenait plus la tête avec les phrases, ils sont pas formulées de la même manière, quoi. On se retrouve à partir du moment où c'est une tragédie. Et nous, dans nos textes, le rap ou le ragamuffin, c'est basé justement sur des tragédies dans la vie quotidienne. Un grand lifting donc pour Phèdre qui se nourrit ici d'autres racines. Mais l'histoire est peut-être plus moderne que vous ne l'imaginez puisqu'elle est celle d'un drame dans une famille recomposée. On a la première demain. La dernière après-demain. Le metteur en scène a torturé le texte pour mieux le faire entendre. Ça ne fait rien. Fais ce que tu voudras, je m'abandonne à toi. Dans le trouble où je suis, je ne puis rien pour moi.
La Phèdre d'hier se retrouve prise entre des jeux de mots et des jeux de mains, et ce n'est plus du tout la même musique. T'ajoutes au scélérat, car punit cette main. Prends garde que jamais l'astre qui nous éclaire ne te voit en ces lieux mettre à pied téméraire. Puis dis-je, et sans retour précipitant tes pas, de ton horrible aspect purge tous mes états. C'est le problème d'un metteur en scène, c'est de faire entendre l'auteur. En principe, on parle pour des gens d'aujourd'hui, avec des gens d'aujourd'hui, d'une manière d'aujourd'hui. Et je pense que si on rend Racine vivant, c'est le meilleur mal qu'on puisse lui faire. Puis-je vous demander quel funeste nuage? Qu'on ait refait Phèdre, ce n'est peut-être pas étonnant. Phèdre en verlan, ça se dit de refait. Alors à l'arrivée, c'est vrai que ça change de la comédie française, mais c'est peut-être une façon de retrouver Racine pour les enfants d'une génération que le théâtre classique aurait eu tendance à faire ronfler. Un amour plein d'horreur, jusqu'au lit de ton père apporter ta fureur. Tu m'oses présenter une tête ennemie. À Carthagène, en Colombie, Yves Parlier et Éric Tabarly ont remporté la 3e édition de la Transat en double. Ils ont franchi la ligne d'arrivée en début d'après-midi. Christophe Tortora. En politique, on appellerait cela un ticket gagnant. Après 19 jours de mer, Yves Parlier et Éric Tabarly ont remporté dans la catégorie monocoque la Transat, Le Havre-Carthagène. Yves Parlier, le concepteur d'Aquitaine Innovation, est satisfait de son bateau. Mais il est surtout ravi d'avoir navigué aux côtés d'un marin extraordinaire. Au bout de 3 dépressions, j'avais 25 tenues toutes trempées. Lui, il avait toujours la même tenue depuis le départ, qui gardait au sec, avec toutes ses affaires bien rangées. Quand il attaque une manœuvre, il n'y a jamais une faute. À 66 ans, Tabarly avait juré que c'était la der des der. C'est peut-être fini pour moi, oui. Vous dites toujours ça? Oh, il y a toujours un jour où il faut s'arrêter, mais enfin, on verra ça. Une réponse qui permet d'espérer un nouveau chapitre à la légende du vieil homme et la mer. Ce soir, au tournoi de tennis de Bercy, Guillaume Raoult affrontera en quart de finale Thomas Enquist. Guillaume Raoult symbolise la bonne santé du tennis français. Toute cette semaine, le public de Bercy et surtout les plus jeunes ont été conquis par les nouveaux joueurs du tennis français. Laurent-Frédéric Bollet et Pierre Lepetit. On peut désormais l'appeler Guillaume le Conquérant. Guillaume Raoult, jamais aussi motivé que devant son public, jamais autant en forme qu'en ce moment. Bercy tient donc son héros de la semaine. Mais attention, il n'est pas le seul. Une nouvelle génération de tennismen français arrive. Raoult le sait bien. Merci aux jeunes, ils nous donnent un petit coup de jeune, de les voir se bagarrer, de les voir gagner des matchs comme ça nous pousse aux fesses. On n'a pas envie qu'ils nous passent devant trop vite. Et les jeunes, c'est vrai, ils en veulent. Nicolas Escudé, 21 ans. Les enfants de Bercy le connaissent déjà et lui prédisent un avenir. Il a battu de grands joueurs et lui, il peut arriver dans les 50 meilleurs mondiaux. Escudé qui se révèle, mais Raoult qui a raison. L'émulation à la française, ça marche. Ils sont devant et c'est un petit peu eux qui, je dirais, qui nous aspirent vers le haut. Donc nous, on est là à essayer un petit peu de suivre le mouvement et pour l'instant, ça marche pas trop mal. Arnaud Clément, 19 ans, né à Aix-en-Provence, il s'est fait tout seul, hors système fédéral. 2 tours passés à Bercy, un culot monstre, un visage à retenir. Ça a l'air d'être comme un joueur de l'avenir un peu. Avec ses lunettes, ça lui donne un look. Un look, mais surtout un talent. Déjà dans les 100 premiers mondiaux, Clément cumule les qualités. Habile, virevoltant, inspiré, gai. Et je trouve que c'est réconfortant d'en voir des comme ça encore sur le circuit. En conclusion, le tennis français change, l'examen de passage est réussi. Ils sont tous aussi cool, ils ont tous un truc de mieux que l'un que l'autre, chacun a son truc différent. Bercy peut trembler, les jeunes ont déjà frappé fort. Et si Guillaume Raoult gagne, France 2 retransmettra demain en direct à 14h30 la demi-finale du tournoi de Bercy. Le metteur en scène américain Samuel Fuller est décédé aujourd'hui à Los Angeles à l'âge de 86 ans. Scénariste, producteur, Samuel Fuller, ancien journaliste de faits divers, héros de la Deuxième Guerre mondiale, a signé de grands films comme Shock Corridor, The Big Red One ou Le port de la drogue. Et puis, disparition de l'une des plus grandes figures populaires de l'accordéon, aimable, célèbre pour ses étapes au Tour de France notamment, est mort à l'âge de 75 ans à la suite d'un malaise cardiaque, histoire d'une carrière qu'il commença avec son piano à bretelles à l'âge de 7 ans. Caroline Laudrin. Pour tous les amis hongrois. Il avait baptisé son accordéon la boîte à punaises.
Ils étaient devenus inséparables depuis qu'à l'âge de 7 ans, son père lui avait offert cet instrument, presque aussi grand que lui. Mon père était mineur, il voulait que j'apprenne un instrument de musique. Et j'avais appris le saxo et la trompette, mais je jouais au football, j'ai eu un coup de pied dans les dents. Et après, j'ai continué à jouer de l'accordéon. Il débute à Paris comme réparateur de piano, puis il se lance sur les grands boulevards et anime ses premiers bals. Sa plus belle performance demeure le Tour de France, où il joue grimpé sur une camionnette chaque jour devant 20 000 personnes. Grâce à Sidney Bechet, il enregistre son premier disque, il y en aura 8000 autres. Son catalogue est vaste, il accommode son instrument à tous les styles. Bah non, moi j'enregistre tous les trucs du top 50. C'est vrai? Bah ouais. Ah là, vous l'apprenez? Bah oui, j'enregistre, je ne fais pas que des standards. Il n'avait qu'un prénom, mais il nous laisse le plus grand nom du flonflon, aimable. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle les principaux titres dans le conflit des routiers. Déclaration de Jean-Claude Guesseau, le ministre des Transports, annonce le dépôt d'un projet de loi renforçant les contrôles et les sanctions pour les infractions à la législation du travail. Maurice Papon, arrivé en ambulance, présent pour la 15e audience de son procès. Cet après-midi, la cour d'assises de Bordeaux a écouté les témoignages des historiens. Sans papier, dernier jour, 140 000 dossiers déposés dans les différentes préfectures. Seuls 10 000 ont reçu pour l'instant leur carte de séjour temporaire. Ainsi se termine cette édition. Météo dans un instant, Nathalie Riouet, ensoleillé et froid. Dernier journal, 23h55. Bruno Roger Petit. Demain dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Léa Rabine. 13h, Laurence Piquet. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.